Ibale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela Yahweh Yahweh benisa Congo Yahweh Yahweh batela mitombo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce programme spécial consacré à nos deux héros nationaux, à savoir Laurent Désiré Kabila, mais aussi Patrice Emery Lumumba. La République démocratique du Congo ouvre donc cette page d'histoire, histoire sombre, histoire marquée par des troubles, marquée par des événements, marquée aussi par des informations importantes. Nous allons en parler dans cette émission. Et la République démocratique du Congo commémore le 16 et le 17, donc ces deux mémoires, la mémoire de Laurent Désiré Kabila, mais également la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, nous allons donc à cette occasion faire une émission un peu rétrospective, mais qui va également nous replonger dans l'actualité de ce qui se passe. On va parler d'abord de Patrice Emery Lumumba, ce qu'il a été, qu'est-ce qui a précipité l'indépendance, savait-il qu'il allait mourir, quelles a été des erreurs ou quelles ont été les erreurs qu'il aurait commises. Nous allons parler de Mouzé Kabila aussi, Laurent Désiré Kabila, lui qui est venu en triomphe dans la capitale après avoir chassé Mobutu au terme d'une grande révolution. En fait, pour en parler, nous avons sur ce plateau deux grandes personnalités, deux imminentes personnalités qui ont eu à travailler avec Laurent Désiré Kabila. Je vous présente l'ancien ambassadeur Eddy Angoulou. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, Adam. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur un plateau de télévision. C'est le mien aussi. Ok. Et nous avons le docteur Sondji, très connu en République démocratique du Congo et ailleurs aussi. Il a été le ministre de la Santé à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Bonsoir, monsieur le ministre honoraire. Bonsoir. Voilà, donc ça va être ces deux personnalités qui connaissent l'histoire de la République démocratique du Congo, qui ont été également les acteurs à un certain moment de l'histoire de la RDC, avec surtout l'ère Laurent Désiré Kabila, que nous allons décortiquer les sujets qui ont été retenus au cours de cette émission. Nous allons donc commencer par Lumumba, monsieur Eddy Angoulou. Lumumba assassiné avec la bénédiction de certains pays occidentaux. Quelles ont été les erreurs que Lumumba avait commises, les erreurs qui ont précipité sa mort à fleur d'âge? On savait qu'il parlait beaucoup, on savait qu'il était celui qui montait au front et qui défiait le colon. Mais à part cela, quelles sont les erreurs qui ont rapidement précipité la mort, l'assassinat de Lumumba? Non, moi je ne veux pas parler d'erreur de Lumumba. Lumumba n'a pas commis d'erreur. Dans sa vie, il n'a pas commis d'erreur. Si Lumumba commet des erreurs, ça veut dire que vous justifiez son assassinat. Je n'ai aucune envie de justifier sa mort, son assassinat. Lumumba n'est pas coupable d'avoir été assassiné. Ce sont les criminels qui l'ont tué qui sont coupables. Qui ont commis la faute historique, une faute qui a entraîné beaucoup de préjudices sur notre pays. Donc moi, je ne pourrais pas un seul instant imaginer que Lumumba ait commis l'erreur. Même lorsque sur le fleuve, il retraverse pour son épouse, ce n'est pas une erreur, c'est un acte d'amour qu'il commet envers sa femme. Après, on peut toujours spéculer, mais non. Beaucoup de gens, notamment, pensent que lorsqu'il fait son discours demeuré historique devant Baudouin Ier, que c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Non. Lumumba est formé, il a une idée totalement insensée à l'époque, c'est libérer le Congo. Cette idée, il veut l'amener jusqu'au bout. Et pour arriver jusqu'au bout, il a des convictions. Il a des convictions que la colonisation belge n'a pas été une histoire gentillette, que la colonisation belge a été carrément l'apartheid pour les Congolais qui n'avaient aucun droit. Et il le dit, et il doit le dire, c'est 30 juin 1960. Bon, que les Belges l'aient mal pris, c'est leur affaire.
Mais quand vous êtes esclave et que les chaînes sont en train de rompre, vous n'allez pas vous mettre à genoux, dire, monsieur le maître, vous étiez un monsieur bien, gentil, et tout ça, parce qu'il s'agit quand même de mettre fin à une oppression qui a été séculaire. Donc parler des erreurs de Lumumba, c'est une fausse route. Docteur Sondji, je ne sais pas si vous partagez la même lecture des faits ou vous avez la même analyse de la situation que M. Diangoulou. Lumumba n'a pas commis d'erreur, selon lui. Est-ce que vous pensez que le fait de prendre le discours, vous n'avez pas été prévu dans le protocole et de défier tout le monde, ce n'est pas un arrêt de mort qu'on signe, ce n'est pas une grosse erreur, on ne se jette pas comme ça dans la gueule du loup? Non, je ne pense pas que ce soit une erreur, mais je pense que c'est le contexte global qu'il faut analyser. À mon avis, il ne faut pas parler d'erreur ou de... mais c'est le contexte. Il ne faut quand même pas oublier d'abord que nous n'avions aucune tradition politique. C'est-à-dire que Lumumba n'avait pas une organisation politique qui lui permettait de faire des analyses depuis une longue période, de telle manière qu'on puisse faire des analyses et des projections par rapport à ce qu'on allait faire. Les événements se sont précipités de telle manière que, et même lui-même, Lumumba, il va évoluer comme une météorite. Parce que quand vous prenez ses écrits de 56, par rapport à ce qui devient 50-59, mais c'est un homme qui est en train de changer avec une rapidité extraordinaire. Au point que ce qu'on va appeler un peu comme quelqu'un qui devient radical, en réalité, c'est lors de son passage à la conférence panafricaine d'Accra. C'est là, en fait, qu'il va découvrir les Julius Nyerere, beaucoup de panafricanistes, les Kwame Nkrumah, qui vont lui dire qu'effectivement, l'indépendance, loin d'être... c'est un droit inaliénable. Et c'est à partir de là qu'il vient faire ce discours-là. Mais maintenant, compte tenu du contexte international, il est clair qu'en faisant ce qu'il avait fait, même si pour le pays c'était une nécessité, il se condamnait. Il se condamnait parce que les rapports de force étaient tels que il n'était pas suffisamment outillé pour contrecarrer la réaction des adversaires. Mais ce qu'il a dit, il ne pouvait pas ne pas le dire. Et ce sont des messages fondateurs de la lutte que le peuple congolais mène jusqu'aujourd'hui. Mais que répondez-vous à ceux qui disent, par exemple, qu'on a demandé l'indépendance trop tôt, on n'était pas préparé? Le docteur Sondji a dit que les partis n'étaient pas très bien structurés, c'est vrai. Il n'y avait pas assez de personnes mûres, conseillées, aguerries dans la gestion de la chose publique, dans la façon de conduire une structure politique. Que dites-vous à ceux qui disent qu'on a demandé l'indépendance un peu trop tôt, on n'était pas préparé, il fallait du temps encore? Non, Adam, mais vous savez, c'est jamais trop tôt pour être libre. Oui. Jamais trop tôt. L'être humain, il vient au monde libre. Donc, c'est ontologique la liberté. Donc, avec le droit de s'élever, d'aller où on veut, le droit de s'élever, de penser ce que l'on veut penser, le droit de dire ce que l'on veut dire. On ne peut pas dire que les Congolais n'étaient pas prêts pour l'indépendance, n'étaient pas prêts pour... etc. Non, c'est aussi un débat et que je considère comme un faux débat. Parce que à un certain moment, les Belges nous ont dit lors de la table ronde que bon, vous voulez qu'on vous cède l'administration, vous voulez qu'on vous cède l'économie, vous voulez qu'on vous cède tout totalement, une indépendance totale, mais nous pouvons le faire progressivement. La partie congolaise avait totalement refusé. Oui, parce que Lumumba avait appris à Accra, la conférence qu'a évoqué le docteur Sondji tout à l'heure, ces deux mots, indépendance immédiate auprès d'un Nkrumah. Il était là, des grands hommes comme Aimé Césaire, comme Moumié, les Camerounais, étaient tous là, les Julius Nyerere. Donc c'est là où il s'est fait des convictions. Parce qu'il ne faut pas oublier jusqu'à la conférence d'Accra, les Belges, c'est Kasavubu qu'ils considèrent comme l'homme dangereux. D'ailleurs, ils lui refusent le visa de sortir pour aller à Accra. Exactement. Parce qu'à ce moment-là, c'est Kasavubu qui apparaît comme capable de mener le Congo vers l'indépendance. Lumumba va quelque peu le doubler. Mais une chose est sûre, quand nous parlons du timing, les Congolais, d'abord, même maintenant, j'entends des gens dire la démocratie, ça s'apprend. C'est jamais trop, c'est trop tôt la démocratie. Des élections pour faire des élections. Nous n'avons que 50 ans. Tout ça est faux. C'est un faux débat. Vous savez, Lumumba et ses amis, par exemple, pour des élections, ils n'avaient pas d'informatique, ils n'avaient pas de téléphone portable, ils n'avaient pas tout ce qu'on a maintenant comme moyen de communication.
ils ont organisé des élections qui étaient, non pas parfaites, parce que les élections parfaites n'existaient pas, mais au moins correctes, et dont les résultats ont été acceptés par tout le monde. Donc nous dire aujourd'hui que le Congo n'est pas prêt pour la démocratie, c'est comme dire ceux qui disaient en 60, le Congo n'est pas prêt pour l'indépendance. Dites-moi, dans combien de temps serons-nous libres? Il y en a même qui disent il y a trop de pauvreté, il ne faut pas demander la démocratie parce que... Alors qu'on nous dise à partir de quel taux de PIB un peuple peut être libre. Je vous rappelle, M. Adam, qu'en 1789, la Révolution française, mais ce sont des truands, des voyous qui l'ont faite. Des petits peuples qui est parti de Bastille, qui a pris la Bastille et qui est monté jusqu'à Versailles pour décapiter le roi. Donc, ce n'est pas une question. Lier la démocratie, la liberté, qui sont des réalités ontologiques au taux de développement d'un peuple, c'est faire fausse route, comme je l'ai dit. Docteur Sondji, on sait qu'à l'époque, les partis étaient mis en place sur base ethnique, sur base tribale. On sait également qu'il y a eu aussi une scission entre le MNC de l'époque, séparation, Lumumba est parti d'un côté, Kalonji est parti de l'autre. Et tout cela faisait dire aux Belges que bon, voilà, l'indépendance c'est vrai, mais vous allez droit dans le mur. Et les événements qui se sont succédés après ont peut-être donné raison aux Belges là, qui se disaient que bon, voilà, ces gens-là, entre guillemets, pour ne pas être trop dur avec les mots, ces nègres veulent l'indépendance, mais ils vont droit dans le mur. Oui, mais ce que vous dites là, parce que souvent quand on prend le processus de l'indépendance du Congo, on le compare avec le processus d'indépendance des colonies françaises. Mais lorsque vous regardez les indépendances françaises qui donnent l'impression d'avoir été mieux préparées, est-ce que ces pays sont-ils en avance par rapport à nous? En réalité, les mêmes crises, nous les retrouvons, mais simplement de manière différenciée. Parce que la colonisation, c'est l'histoire de l'indépendance. Quand on dit, voilà, vous préparez l'indépendance, la colonisation est un phénomène violent. C'est par violence qu'on a imposé la colonisation. Et on ne peut pas imaginer que la décolonisation se fasse par une préparation. Parce que la nature de la colonisation, c'est s'accaparer par violence de toute une série de peuples. Alors croire que ce même peuple qui est venu s'accaparer de tout, votre culture, qui veut vous imposer notre chemin, croire qu'il va à un moment donné, par l'inspiration du Saint-Esprit, qui va changer de lui-même, c'est un leurre. C'est un leurre. Moi, je pense que autant la traite esclavagiste, parce que la colonisation, c'est de l'esclavagisme à domicile, ça ne pouvait se faire que de manière violente. Mais maintenant, même si c'est violent, ce n'est pas parce que nous apprenons l'apprentissage de l'exercice d'un État, n'est pas une affaire simple. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que nous avons hérité d'un État qui a été créé sans nous. L'État congolais, dans ses acceptions, c'est sans nous. On n'a pas demandé aux Congolais le concept de l'État. Alors, on nous a mis ensemble, et puis à un moment donné, on vous laisse. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que j'ai. L'exemple que je donne toujours, c'est comme si vous aviez dans un bus, vous prenez les élèves, il y a un chauffeur qui s'est conduit, et on demande au chauffeur, dit voilà, vous devez amener ces enfants quelque part. Et le chauffeur seul connaît l'endroit. Et puis en cours de route, le chauffeur fait une crise cardiaque, il meurt. Alors maintenant, vous avez un des élèves dit, bon, écoutez, moi je vais essayer de conduire, sans savoir où il va, il ne sait pas conduire le véhicule. Est-ce que serait-il étonnant que ces gens puissent avoir un accident? Ça va arriver. Donc je pense que ça, ce sont des vicissitudes liées à l'histoire qui fait que les pays colonisés ayant été terriblement traumatisés par la colonisation, il est normal que la remise en ordre et de soubresauts prenne un peu de temps, mais ça c'est l'évolution normale de tout un peuple. On va parler du procès Lumumba aussi dans cette émission qui va s'ouvrir, mais qui est déjà ouvert je crois. Mais cette question est importante. Lorsqu'on parle de Lumumba, on se dit, et c'est un blanc qui m'avait justement posé cette question, il me dit, qu'est-ce que votre pays garde de Lumumba? Est-ce que vous avez des souvenirs dans le pays? Est-ce qu'il y a une grande bibliothèque sur Lumumba, où il y a des bouquins sur lui? Est-ce qu'il y a un musée spécial Lumumba? Qu'est-ce que vous gardez comme vestige de Lumumba? J'ai eu du mal à répondre. Aujourd'hui, la mémoire de Lumumba, M. Diangoulou, est en train d'être oubliée par la jeunesse, parce qu'il n'y a pas des éléments qui pourraient faire en sorte que
Lumumba soit gardé en mémoire. Il n'y a pas de musée sur lui. Bien sûr, il y a des avenues, mais ça ne suffit pas. On aurait dû voir des vêtements que Lumumba portait, c'est pas des livres qu'il lisait. Là, il faudra aller là où il a habité. Alors qu'on pouvait avoir un grand musée sur ce Lumumba, sur sa mémoire. Qu'en dites-vous? Oui, mais le problème que vous posez, Adam, c'est le problème du ménage de l'histoire du Congo. L'État congolais, d'abord, nous reparlerons du procès qui est ouvert, ne veut pas balayer devant sa porte. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais ambassadeur à Paris, d'aller inaugurer une avenue Patrice Emery Lumumba à Montpellier. Notre pays a un boulevard Lumumba, il a un monument Lumumba, mais sur le sol congolais, le même sol congolais, vous avez des boulevards au nom de ceux qui l'ont assassiné, qui ont assassiné Patrice Lumumba. La mémoire est le conflit. C'est une contradiction. Il y a des statues, des monuments qui sont érigés en mémoire des gens qui ont tué Patrice Lumumba. C'est une confusion totale. Donc, si nous voulons avoir Lumumba dans les bibliothèques, nous voulons avoir Lumumba comme il doit être, il faut commencer d'abord à mettre de l'ordre dans nos esprits. Je suis celui qui a suggéré à l'église kimbanguiste la révision du procès de Simon Kimbangu. Personne avant n'avait pensé à ça. Pour réhabiliter ce grand homme, mettre l'ordre dans son histoire. Lumumba, l'ordre n'est pas encore mis. Puisque sur le même sol congolais, comme je le disais, vous avez des camps militaires au nom des généraux, des colonels qui ont giflé Patrice Emery Lumumba. Vous avez, depuis 1960, on a compté pas mal de ministres, pas mal de PDG, jusqu'à aujourd'hui, des gens qui ont été impliqués dans l'assassinat de Patrice Emery. Il n'y a pas d'ordre. Je veux bien qu'il y ait un musée, je veux bien, il faut le faire, le musée Lumumba. Mais il faut que l'État congolais ait cette politique-là. Parlons de ce procès, puisque on y est. L'État congolais ne demande pas de comptes à rendre, en ce qui concerne l'assassinat de Lumumba. Lorsqu'on voit tous les documentaires, on sait quel est le pays qui a été derrière ce procès. Tout est clair, mais l'État congolais ne demande pas de comptes à rendre. C'est ailleurs qu'on fait des procès. Alors, on est mieux servi que par soi-même, Adam, puisque vous m'avez donné l'occasion. En 2006, j'ai été le premier Congolais à aller devant la Cour suprême de justice et j'ai déposé plainte. Et je visais nommément M. Mukamba, parce qu'il a torturé Patrice Emery Lumumba. Maintenant, s'agissant du procès, moi, je ne suis pas de ceux qui vont dire « vive la justice des autres », des Belges. La Cour suprême m'a débouté. Le ministère public, représentant l'État créé par Lumumba, s'est acharné contre moi et a requis que je sois débouté, ce qui a été fait. Mais Adam, comment vous voulez demander à l'État congolais de mettre l'ordre alors que l'État congolais est impliqué jusqu'au cou dans les crimes commis contre Patrice Lumumba? C'est ça la question taboue. Depuis 1961 jusqu'à aujourd'hui, on ne veut pas poser la question de la responsabilité de l'État congolais dans l'assassinat de Patrice Lumumba. M. Mobutu n'était pas n'importe qui. M. Mobutu était chef d'État. De fait, il avait le pouvoir de l'État congolais. La chasse contre Lumumba était organisée avec l'argent des contribuables congolais. On n'a pas arrêté Lumumba pour lui voler son argent. On l'a arrêté parce qu'il était Premier ministre démocratiquement élu, parce qu'il défendait un idéal. C'est tous les critères d'un crime d'État sont réunis. Et là maintenant, depuis que les Belges disent qu'ils veulent ouvrir le procès, tout le monde à Kinshasa applaudit, on dit vive les Belges. Ok, moi je ne vais pas dire vive les Belges. Pourquoi la justice congolaise elle-même ne s'est pas penchée sur le cas de Patrice Lumumba? Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens qui sont mêlés là-dedans. Alors, mettons les ménages. Oui, on va revenir à vous. La plupart des gens qui ont été mêlés dans cet assassinat, beaucoup ne sont plus là, beaucoup sont morts. Mais les gens qui ont pris en main le régime actuel, je ne pense pas que ce sont ces gens qui sont impliqués dans l'assassinat de Lumumba. Ça fait partie de l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est personne qui dirige le pays. Pourquoi ces personnes, ces nouvelles personnes, ne demandent pas des comptes à ces pays qui sont impliqués dans... Mais justement, comme il vient de le dire, parce que le régime a changé, oui, mais c'est la nature même de l'État. C'est la nature et la qualité de l'État
qui peut en arriver à poser ce type de problème. Parce que, d'abord, quand vous prenez dans notre pays, existe-t-il même un grand musée digne de ce nom pour rassembler tous les éléments de notre culture, par exemple? Il n'y a pas de musée. Il n'y a pas une grande bibliothèque. L'histoire du pays n'est pas faite que de ce que les Européens nous ont raconté. Lorsque vous prenez ce qu'on appelait en 1895, la révolte de l'Oulabour, mais ça a été un soulèvement populaire qui a failli mettre en péril la colonisation. Or, les meneurs de ça, ce sont les Kandolo, les Kimpuki. Mais est-ce que vous connaissez Kandolo et Kimpuki? Ce sont des patriotes qui ont essayé de mener la vie dure. Vous prenez M. Kassongolunda, le chef de Kassongolunda là. Mais il a été l'un des derniers à accepter le système colonial. Parce qu'il a résisté, il a fallu, le lieutenant Delcommune, 2 expéditions. Et la deuxième expédition, pour qu'il arrive à le vaincre, il aura fallu une trahison interne. C'est-à-dire que notre histoire est faite de toute une série d'héros. Mais ces héros, on les ignore parce qu'on est ailleurs. Or, un peuple qui n'a pas d'histoire, qui ne veut pas se référer à son histoire, c'est un peuple sans âme. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc le pouvoir aujourd'hui est préoccupé par des choses de futilité. Il ne s'occupe pas de ce qui fait qu'un peuple est un grand peuple. On va terminer sur le dossier Lumumba par cette question. On sait que Eddy Angoulou, il se bat beaucoup pour la réhabilitation de la mémoire de Lumumba et surtout de chercher à faire en sorte que la justice puisse poursuivre des personnes qui ont été impliquées dans l'assassinat, la torture de Lumumba. Combat noble, c'est vrai, mais aujourd'hui, si l'État congolais n'arrive pas à réhabiliter sur le plan de la justice la mémoire de Lumumba, l'État congolais n'a-t-il pas peur, par exemple, des représailles avec d'autres pays sur le plan diplomatique, parce que ça peut rebondir sur le plan diplomatique, des incidents, voilà, des relations peut-être qui seront entachées beaucoup des problèmes. C'est pourquoi peut-être l'État congolais recule face à ce dossier qui est important et légitime. Vous avez vu, Sarkozy est venu ici, il a prononcé le nom de Lumumba. Vous avez vu, le président tunisien était ici, il a parlé de Lumumba. Avant d'arriver à ce que vous posez, cette importante question que vous posez, Adam, je vais embrayer ce que disait le docteur Songé. En plus de la grande révolte de Lulabo, vous avez la grande révolte de 1931 de Bapende. Absolument. Dont j'ai découvert avec incroyable ferveur l'héroïne, une jeune Congolaise de 31 ans, Madame Kage, qui avec ses tout pélé-pélé, petits objets volants et disparaissants, a tenu l'armée coloniale en échec pendant près d'une année. Et je regrette d'ailleurs de voir le 8 mai, nos femmes sont très belles dans leur pagne, c'est leur droit d'ailleurs, qu'on les raconte aussi, qu'on nous sorte ces grandes femmes qui se sont battues pour ce pays. Madame Kage, j'aimerais bien un jour entendre ce nom-là, un 8 mars. Mais vous me ramenez à Lumumba et simplement pour dire que l'État congolais doit pouvoir, il faut que nous continuions à faire de la pression. Comme en France, les gens faisaient pression, l'État Chirac a été obligé à mener, à réhabiliter le capitaine Dreyfus 200 ans après. La République française a été amenée à reconnaître sa responsabilité dans la déportation des Juifs à Veldiv. Exactement. Donc, l'État qui a commis les crimes sur Lumumba, l'État congolais qui a commis les crimes, et je parle dans l'indicatif en mode fait réel. Parce que quand vous regardez l'histoire même de Lumumba, il y a 3 pôles où se joue son assassinat. Il y a le pôle Kinshasa, où Mobutu est maître à bord qui commande tout. Dans le pôle Kinshasa, dans cette chaîne de commandement, il n'y a pas un Belge, pas un seul. Vous avez le deuxième pôle, le pôle Lubumbashi. Le premier Belge qui apparaît, c'est celui qui commande le peloton d'exécution. Mais c'est Tchombe et Mounongo qui commandent tout. Ce sont deux Congolais. Si Tchombe et Mounongo disent non, le Belge, il n'ouvre pas le feu sur Lumumba. C'est clair. Donc la responsabilité de l'État congolais est claire et nette. Si l'État fait l'autruche, nous sommes quelques-uns, nous sommes des citoyens, nous menons une démarche citoyenne. Quand je suis allé à la Cour suprême de justice,
Je savais qu'au-delà, il y a l'État congolais. Nous devons avoir, beaucoup de Congolais doivent continuer à avoir ce courage. Pourquoi ne pas créer, de faire les très pressions. rapidement, pourquoi ne pas créer un groupe de pression, par exemple? Par Vous êtes exemple, seul à combattre. c'est une Seul à bonne idée. combattre, c'est difficile. Pourquoi ne une pas bonne créer idée. un groupe de pression avec quelques amis? Ça peut David commencer 10 Boulay, merci, personnes, merci. 15 personnes, 20 personnes, pour mener ce combat et faire pression sur l'État congolais. Merci, j'ai pris bonne note, c'est une excellente idée. Merci beaucoup, nous allons évoluer. Maintenant, nous allons parler d'un autre héros dont la République démocratique du Congo commémore, n'est-ce pas, sa mémoire. C'est Laurent Désiré Kabila qui est arrivé au pouvoir au terme d'une révolution, on l'a dit, le 17 mai 1997. C'était un samedi que les premiers éléments donc des Kadogo sont entrés à Kinshasa et ont pris position dans la capitale. Laurent Désiré Kabila s'installe. Aussitôt, il commence à travailler. C'est le bouclier contre lui, la communauté internationale qui l'empêche de travailler. On se rappelle des files, des longs files d'attente dans les stations d'essence. On se rappelle qu'il ne recevait aucun rond de l'extérieur. Mais, et puis cette rébellion, une nouvelle rébellion qui arrive et qui l'empêche de pouvoir continuer ses œuvres. Et lui aussi, il est assassiné. Docteur Sondji, vous aviez été l'un des ministres de Laurent Désiré Kabila. Est-ce que, par rapport à tout ce que j'ai dit, j'ai relaté, il a pris le pouvoir dans des conditions extrêmement difficiles, il a travaillé dans des conditions extrêmement difficiles, il est mort dans les réalités que nous connaissons. Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? Est-ce qu'il savait que le pouvoir qu'il prenait, c'était un pouvoir fatal qui allait arriver à l'emporter? Je ne sais pas s'il savait qu'il allait mourir, mais disons que ce qu'il faut dire, il n'a pas tiré les leçons des expériences de l'assassinat de Lumumba. Il a eu un avantage que Lumumba n'a pas eu. Lumumba est passé comme une météorite. Il n'a gouverné que 3 mois. Donc il n'a pas eu les rouages du pouvoir d'État. Le président Kabila, Laurent Désiré Kabila, a eu le pouvoir d'État. Et ça, c'est la grande différence. Et quand vous avez le pouvoir d'État, vous avez des atouts que n'ont pas ceux qui n'ont pas eu le pouvoir d'État. Alors, si effectivement il avait tiré correctement les leçons de l'époque, d'abord il devait prendre conscience que la lutte politique telle qu'il voulait l'engager, nécessairement il allait se retrouver en face avec des gens qui allaient être opposés à cette façon de voir les choses. Et que par rapport à ça, il faut s'organiser. Et quand on a le pouvoir d'État, il faut justement planifier les différentes étapes de cette lutte. Ce qui est vrai. La difficulté qu'il a eue, c'est d'abord que la guerre qui est arrivée, c'est une guerre un peu, dans une certaine mesure, conjoncturelle. Elle n'est pas d'une initiative principalement congolaise. Elle vient du fait que le régime de Mobutu ici, il est mourant. On a donné des voies de sortie à Mobutu qui refusait. Et vient se greffer là-dessus le génocide rwandais, où les Congolais, avec imprudence, acceptent tous les réfugiés. Et entre-temps, au Rwanda, le génocide amène un nouveau pouvoir. Et tous les fouillards rwandais menacent l'existence du nouveau pouvoir. Et ça, c'est l'un des éléments qui vont entrer en jeu pour déclencher la guerre. Et le président Laurent Désiré Kabila, lui, profite de cette opportunité pour aussi régler le problème national. Donc il y a disons, un mélange, une cohabitation de plusieurs agendas. Lui, il avait le sien, lui n'avait rien à voir avec le problème du génocide rwandais. Lui, il voulait profiter de ça pour essayer, comme dans toute l'histoire, il n'existe pas un peuple qui soit libéré seul, sans alliance. Il y a toujours des alliances qui vous permettent de vous libérer. Mais alors, évidemment, les Rwandais qui, eux, au départ, n'avaient comme objectif que de régler leurs problèmes, se rendant compte que le pays était faible, ils en ont ajouté d'autres. Et ils ont pensé que Laurent Désiré Kabila était une marionnette qu'il fallait manipuler. Et quand d'abord Joseph Kabila, il s'est rendu, plutôt Laurent Désiré Kabila, s'est rendu compte que ces gens, ils ne pouvaient pas s'entendre. Ils ont rompu et c'est pour cela qu'on va lui faire la guerre. Parce qu'il se rendait compte que le monsieur était nationaliste. Il leur échappait. Alors c'est cette guerre qui va arriver, ce qui fait qu'en un an, il n'a pas eu en fait le temps de s'organiser vraiment convenablement. Et rappelez-vous que c'est le 17 mai qu'il prend le pouvoir. Et c'est au mois d'août, l'année suivante, en 98, que la guerre commence. Donc à peine un an.
Donc en un an, il est impossible d'organiser. Je reviens à vous, Dr Sondji. Est-ce que vous partagez le même avis que le Dr Sondji qui dit que Laurent Désiré Kabila n'a pas tiré les leçons de Lumumba? Ce sont deux histoires différentes. Moi, je ne dirais pas comme ça. D'abord, Laurent Désiré Kabila a été informé qu'il serait assassiné. Il ne pouvait pas savoir de quelle façon. Il était informé, il savait qu'il allait. Il était informé. Il Oui. était informé. Je sais qu'il a même appelé les gens pour le Bibo pour vouloir me tuer. Ces gens ont eu comme réponse, mais ceux qui nous accusent, c'est eux qui veulent vous tuer. Donc, ils veulent que vous puissiez nous écarter pour qu'eux, ils aient leur tâche facile. Donc, une sorte d'embrouillage comme ça. Il savait, donc il était informé. Ça, c'est clair, ça attestait, c'est net. N'oubliez que je suis quand même, j'assiste quand même à la réunion qui a lieu une heure après son assassinat au Palais de Maroc. Réunion présidée par Eddie Capin. J'ai une idée des choses, comment malheureusement elles se sont passées. Mais il ne faut pas oublier, n'oubliez pas quand même que Laurent Désiré Kabila, c'est avant que le Mombiste. Il a 18 ans lorsqu'il entre dans les jeunesses du Mombiste. C'est le Mombiste, c'est du début à la fin. Il s'oppose à la sécession katangaise. Laurent Désiré Kabila. Il a pour le Mumba cette idée unique que votre chien d'ailleurs défend très bien, d'un Congo indivisible, non balkanisable. C'est l'idée force de Lumumba. Le Congo doit être indivisible. Laurent Désiré Kabila, il n'a à peine 18 ans lorsqu'il s'oppose à Tchombe et dit le Congo doit être indivisible. C'est pas pour rien qu'après l'assassinat de Lumumba, il va être celui qui va mener le combat jusqu'au bout, qui va le continuer terriblement jusqu'au bout. Il est celui qui a infligé une peine à l'assassin, à celui qui a arrêté Lumumba, à savoir le major Mpongo, pour la petite histoire, qui se trouvait être le père de la chanteuse. Mpongo est tombé dans les maquis de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila l'a arrêté, l'a fait juger dans un tribunal révolutionnaire et il a eu la sanction suprême, qui était à ce moment-là une sanction qui lui a infligée. Donc, jusqu'aujourd'hui, dans l'affaire qu'on évoquait tout à l'heure de l'assassinat de Mumba, Mpongo est le seul à avoir été, le seul à avoir payé. Donc, il y a un lien clair entre Laurent Désiré Kabila et Lumumba parce que l'un descend des idées de l'autre, est influencé par les idées de l'autre. Même si Laurent Désiré Kabila est une très forte personnalité qui a su donc, après, construire son chemin. Mais les deux terminent de la même manière, assassinés un tout petit peu dans les mêmes conditions, complot et tout ça. C'est le problème des héros. Ils meurent de la même façon dans un complot. Ils n'ont pas dirigé le Congo pendant longtemps, mais sont les deux seuls hommes depuis l'indépendance qui ont montré que le Congo c'est un pays qui peut devenir une immense puissance dans le monde. Ils sont les seuls qui ont impulsé ce pays vers un développement. Certains qui ont au moins une idéologie. Vous évoquez la question de l'idéologie. Le Mumba a une idéologie, il a des principes. Mzee Laurent Désiré Kabila a des principes, a une idéologie qui est la continuité du lumumbisme. Mais il a en plus ce que le docteur Sondji appelait le pouvoir d'État. Il a la possibilité d'exercer le pouvoir d'État. Est-ce que vous avez l'impression, Je voudrais terminer sur ça. et je vous en prie, Sur le fait que l'Afrique aujourd'hui est malade. Il est malade parce que tout le monde qui arrive se dit libérateur. Mais on a été libéré une fois, en 1960. On ne va pas chaque fois qu'il y a chaque chef qui arrive dire moi je suis le libérateur. C'est ce qui rend l'Afrique malade. Est-ce que vous avez l'impression, docteur Sondji, que après le passage de Laurent Désiré Kabila au pouvoir, il a mené, M. Diangoulou l'a dit, une idée, une idéologie, une vision, une philosophie. Avez-vous l'impression que la même philosophie, la même idéologie se poursuit, continue? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent, comment on dit, kabylistes. Voilà, c'est ce qu'on dit, kabylistes de musée.
et qui disent vouloir perpétuer la pensée de Mouzé. Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui cette pensée est perpétuée dans ce que nous voyons, dans les habitudes de l'État, dans la manière de gérer, dans la manière de réfléchir des hommes d'État actuels qui sont au régime actuel? Pensez-vous que c'est la continuité? Ça ne peut pas être la continuité. D'abord, vous savez, l'histoire nous démontre que la succession des grands hommes n'est pas simple. Il est difficile de succéder à un grand homme et de ne pas apparaître comme n'étant pas comme lui. Quand les De Gaulle partent, quand Pompidou remplace De Gaulle, c'est un autre homme. Quand les Mitterrand partent, les successeurs de Mitterrand, c'est tout à fait d'autres hommes. Donc c'est dire que quand vous avez quelqu'un qui a une vision, et il se fait, quand vous prenez par exemple le président Laurent Désiré Kabila, quand il part, il se fait remplacer par son fils, ce sont deux mondes différents. Vous avez quelqu'un d'une très forte personnalité qui est capable de tenir la dragée haute de manière très claire, sans détour. Mais vous avez un fils, déjà d'ailleurs, compte tenu probablement de cette forte personnalité, qui est quelqu'un qui donne l'impression d'être un enfant brimé, mais qui ne s'exprime difficilement. Ce sont déjà deux genres différents. Mais tenez en plus de ça que Laurent Désiré Kabila savait très bien quels sont les adversaires principaux par rapport à la vraie indépendance du Congo. Il les connaissait, il leur tenait la dragée haute. Ici, non, ne s'inscrivant pas dans cette logique-là, il ne peut pas poursuivre cela. Donc, quand vous voyez dire que ça se poursuit, non, ça ce serait... je vais vous donner simplement, Mouzé, quand il est arrivé la première année, je pense qu'on a vu même sur le plan économique, sans faire des investissements extraordinaires, les choses ont commencé à démarrer. Aujourd'hui, quand avec Mouzé, nous n'étions pas les derniers, aujourd'hui nous sommes les derniers dans la classification du PNUD sur le développement humain, nous sommes les derniers. Et quand vous regardez même la plupart de ceux qui entourent aujourd'hui le président de la République, sont des anti-lumumbistes. Sur le plan idéologique, ce sont des gens qui ont défendu des thèses tout à fait opposées à celles de Lumumba. Donc vous ne pouvez pas défendre les défenseurs des thèses de Lumumba, et prétendre être lumumbiste, alors que fondamentalement, vous n'y avez jamais cru. C'est parmi eux d'ailleurs qu'on a les discours de dire que non, Lumumba, il a fait du tort à ce pays, avec son discours un peu irresponsable, ou que l'indépendance... C'est ce genre de choses. Donc, je pense que la structure de pouvoir aujourd'hui, on ne peut pas leur demander d'être de Kabila ou d'être de Lumumba. Elie Angoulou, cassure, continuité, vous avez l'impression que cette idéologie kabiliste du père continue à évoluer? Est-ce que vous avez l'impression dans la façon de conduire les affaires de l'État, cette idéologie-là est toujours incarnée ou c'est complètement le jour et la nuit? Vous savez, Adam, je ne veux pas être manichéen, mais je veux simplement dire, vous savez, moi j'étais avec le docteur Songe au gouvernement, au premier gouvernement de Laurent Désiré Kabila, donc j'étais son ministre. Avant ça, j'avais été son compagnon de lutte. J'ai participé à la guerre à Goma. J'ai un certain nombre d'idées qui étaient les siennes. Un pouvoir qui veut aller loin a intérêt à s'asseoir sur une idéologie claire. C'est comme ça. Nous sommes passés de ces idées de Mouzé avec lui-même et tout d'un coup, on a dit, c'est d'ailleurs c'est le bilan de Laurent Désiré Kabila, il a démontré que ce pays peut vivre sans antivaleurs, sans impunité, sans corruption. Or, lorsque on considère l'idéologie comme anodine, on dit non, nous c'est le pragmatisme. Ça a été la ligne que beaucoup ont défendu, et pas de moins. Non, c'est notre idéologie, c'est le pragmatisme. Mais le pragmatisme, c'est quoi? Le pragmatisme, c'est le refus des principes auxquels se référer pour résoudre des problèmes. Et quand vous optez pour le rejet des principes, il vous reste quoi? Il vous reste de prendre les situations comme elles viennent. Tout à fait. De gouverner ou de marcher à vue. Lorsque vous êtes embêté, parce que vous n'avez pas de principe, vous battez de vos poches.
quand vous battez des reproches, au bout vous arrivez à une situation de corruption généralisée. Vous savez, Adam, rien n'arrive sans cause. Quand vous avez des principes, moi j'aime beaucoup Laurent Désiré Kabila. J'ai beaucoup aimé cet homme. Le docteur Songe peut témoigner. Le jour où nous lancions le franc congolais, on nous a proposé des emprunts de partout. Il a rejeté ça. Nous, ces ministres, on a trouvé l'argent pour faire le franc congolais. J'aime beaucoup Laurent Désiré Kabila parce que, franchement, c'est un homme qui avait un grand détachement au bien matériel. Il avait pour ce pays un amour, une passion. C'était un lumumbiste tout ça. Et je suis vraiment heureux d'avoir été avec lui. Quand j'étais ambassadeur à Paris, beaucoup d'ambassadeurs d'Amérique latine m'invitaient à dîner. Non pas pour moi, mais parce que l'idée que j'avais été avec Laurent Désiré Kabila, lequel Laurent Désiré Kabila avait été avec les Tchèques, pour eux c'était quelque chose d'énorme. Quelque chose. Or, comme disait le docteur Songe, un régime doit avoir des idées claires. C'est une question d'idée. Vous n'allez pas vivre dans ce pays, vous dites Lumumba héros national, il n'y a pas un musée au nom de Lumumba. Vous quittez le monument Lumumba, dans quelques villes plus loin, vous avez le monument de ceux qui l'ont mis à mort, vous avez des boulevards. Non, la confusion générale, vous ne pouvez pas. C'est vrai, quand j'ai proposé à l'église Kimbanguis la révision du procès, très peu de gens y avaient pensé. Vous réhabiliter, imiter, sont les idées qui font un pays. Même vous voyez des pays comme l'Allemagne, quand vous avez les social-démocrates qui gouvernent, tantôt les conservateurs. Quand vous allez en France, vous avez les socialistes et les communistes, quand vous allez en Grande-Bretagne, sans idéologie, un pouvoir ne peut pas... On va terminer par cette question. Nous allons terminer par cette question. Aujourd'hui, on marche à reculons. Les guerres, les rébellions, on a l'impression d'avoir fait un grand bond en arrière. Après l'indépendance, on a assisté à des sécessions, on a assisté à des guerres, et depuis une dizaine d'années aujourd'hui, c'est la même chose. C'est un cycle infernal. On ne sait pas comment sortir de ce bourbier, docteur Songe. C'est comme si le Congo est condamné à vivre en perpétuelle guerre, en perpétuelle insécurité. Comment sortir de ce bourbier? Moi, je pense que c'est pas quelque chose il n'y a pas de fatalité. Mais on peut expliquer ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est que d'abord, rappelez-vous que la guerre qui nous a été menée, les gens qui voulaient nous faire la guerre avec Mzee pensaient à une guerre éclair. Ils voulaient mettre leur système à eux, se rendant compte que la guerre prenait une dimension populaire qui risquait d'être longue. Eh bien, ils ont reculé. Mais ils ont reculé et en même temps, en nous faisant faire organiser des élections de manière rapide. Or, les élections sont venues après l'accord de Sun City. Sun City a propulsé dans les sphères de l'État des hommes qui n'avaient ni idéologie, ni expérience politique, ni compétences particulières. Et quand on sait chez nous que pour gagner les élections, ce sont souvent les gens qui sont dans les rouages de l'État, et quand on a mis ces gens, les élections ont servi d'abord à légitimer cette classe politique qui n'a pas le sens de l'État. Et c'est ce qui va faire que lorsque l'année dernière on fait des élections, non, les gens ne sont pas démocrates, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas que les élections, c'est un moment où on doit se soumettre à la sanction populaire qui peut être positive ou négative. Et que si elle est négative, d'abord, si vous êtes conscient que vous pouvez subir une sanction négative, c'est ça qui va vous amener à avoir un comportement tel que, aux élections suivantes, la population ne peut pas avoir une position négative. Mais ici, comme on s'en foutait, alors la moralité quoi? On fait des élections un peu à bouillabaisse. Et ça provoque la crise aujourd'hui. Et la crise, elle provient du fait des accords de Sun City qui ont propulsé au sommet de l'État des gens qui ne sont pas à la hauteur. Et aujourd'hui, nous y sommes là. Et la crise, elle est là. Si on veut que notre pays marche, le peuple congolais, je ne sais pas comment il va le faire, mais on doit mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut.
voilà, on va terminer avec vous cette émission. Comment sortir de ce bourbier, la guerre à répétition? Est-ce que c'est le fait que les personnes qui sont arrivées au pouvoir, après Sun City, il y a eu partage du pouvoir, partage des responsabilités, des personnes qui n'étaient pas guéries, qui n'avaient pas assez d'assises politiques? Voilà ce qui a amené cela. On termine l'émission avec vous. Oui, le problème qu'on a, c'est lequel? Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à construire dans notre pays une démocratie sérieuse. Vous savez, le grand respect qui prise l'affection pour Tshisekedi et les 13 parlementaires. Ce sont des hommes qui ont mené un combat extraordinaire, que je respecte énormément, et qui se sont battus pour la démocratie dans notre pays. Quand je vis comment les élections se sont passées, je vous assure, je crois qu'ils ont dû pleurer et moi avec. Ces élections ont donné à notre pays, à l'extérieur, une image désastreuse d'une sorte de république bananière où règne la corruption, etc. Quand vous ne faites pas des élections claires et nettes, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que ceux qui ont été battus, honnêtement, s'ils sont des mauvais perdants, ils vont être tentés de revenir par la violence. Ils reviennent par la violence. Et ils puissent dans les élections mal faites, tripatouillées, de prétextes. C'est peut-être pas une vraie raison, mais vous leur donnez un prétexte. Si notre pays veut aujourd'hui sortir de toutes ces choses, la première chose, nous devons réellement construire un état de droit. Réellement. Nous devons réellement asseoir la démocratie par des élections claires et nettes. Moi, j'étais de ceux que je ne sais pas de ceux qu'il fallait endosser, surtout les législatives comme elles étaient faites. Impossible. Parce que j'ai vu sur le terrain où les élections étaient transformées, certains territoires ont été transformés en supermarchés. Vous aviez votre argent, vous n'avez pas besoin de faire la campagne, vous attendez le score de la compilation, vous allez voir quelqu'un, vous le corrompez et vous êtes député. Alors, la conséquence c'est quoi? C'est que vous voyez, on parle de la corruption, aux élections, etc., à une démocratie qui ne peut pas fonctionner. Parce que Laurent Désiré Kabila a au moins eu le mérite de coopter clairement un parlement. On n'avait pas suspendu les partis politiques. On n'avait pas abrogé les partis politiques. On avait suspendu leurs activités pour voir clair dans ce que dans ce qu'on appelait ici le multimodétisme. Donc, moi je crois, pendant que notre pays peut se sortir de ces guerres en répétition, si nous acceptons de construire une démocratie. Parce que il n'y a pas que dans notre pays, on a vu encore en Centrafrique des choses comment elles se passent. Partout en Afrique, on est encore à penser que celui qui arrive, c'est lui qui commence tout. Ou que on n'arrête pas d'être libéré, c'est ça le problème. Je l'ai vu encore dans d'autres pays africains. On n'arrête pas d'être libéré en répétition. Merci beaucoup. J'ai dit merci au docteur Sondji pour avoir accepté notre invitation. Je dis également merci à M. Diangoulou pour avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, pour avoir suivi cette page d'histoire qui nous a aussi permis de faire un bond dans cette émission dans le présent. Et merci d'avoir suivi ces analyses, ces arguments de ces imminentes personnalités. Merci, au revoir et surtout pour Et balé à Congo, et jali lopangota, kashi et jali chenzela. Yahweh batela mitombo, Yahweh benisa mitombo.